téléspectateurs de Télé-École, la première télévision éducative en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie, qui est une émission spécialement dédiée à la réflexion philosophique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le professeur Oumar Sy. Je rappelle que vous êtes formateur en philosophie au CRFPE de Dakar. Vous enseignez aussi éthique et gouvernance des organisations. Bonjour, monsieur Sy. Bonjour, madame Badiane. C'est un plaisir de vous recevoir parce que là, Télé-École, c'est vous. Parce que si vous conseillez Télé-École, vous aidez vraiment Télé-École. Et la Télé-École vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour Télé-École. Bon, je vous en prie. Je pense que nous le faisons aussi pour nous-mêmes. Merci beaucoup. D'une certaine manière, on prolonge nos activités que nous avions l'habitude peut-être de faire dans les classes. Merci beaucoup. Maintenant, on essaie de rendre ça beaucoup plus accessible. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la liberté. Oui. La liberté fait partie de ces notions qui ont constitué au cours de l'histoire un enjeu déterminant dans l'évolution, dans la marche de l'évolution humaine. Dans tous les discours et actions, la liberté est évoquée. Qu'est-ce que la liberté? Et comment la définissez-vous dans un contexte philosophique? Merci. Vous avez raison de penser quand même à nous faire réfléchir sur le thème de la liberté, puisque c'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de concepts qu'on utilise en philosophie, avec la seule différence qu'en philosophie quand même, il y a un travail d'élaboration conceptuelle qui est fait de manière à assigner aux notions que nous avons l'habitude peut-être d'utiliser une signification plus ou moins spécifique. Et c'est en cela que le travail philosophique est extrêmement important en tant que travail d'élaboration conceptuelle. Et sous ce rapport, si on parle de liberté, on peut, disons, procéder à une détermination négative du concept de liberté en concevant la liberté tout simplement comme l'absence de contraintes. Donc ça, pratiquement tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais il y a une détermination positive également du concept. Cette détermination-là consiste à concevoir la liberté comme le fait d'agir conformément à sa volonté. Vous voyez bien. Donc, de façon ramassée, on peut dire que dans un premier temps, la liberté peut être conçue comme telle. D'une part, comme absence de contrainte, et d'autre part, comme le fait d'agir conformément à sa volonté. Mais, en le disant aussi, il reste à préciser un certain nombre de choses. Puisque, qu'est-ce qu'on peut considérer comme contrainte, n'est-ce pas, pour en arriver à dire qu'on est privé de sa liberté? Ça, c'est une question importante également, pour mieux cerner le sens de la notion. Aussi, c'est le cas lorsqu'on conçoit la liberté comme le fait pour quelqu'un d'agir conformément à sa volonté. Comment aussi concevoir la volonté? Vous voyez? Donc, quand on est dans un travail philosophique, toutes les notions comptent et il faut procéder à leur élucidation, n'est-ce pas? Et quand il y a des contraintes, cela veut dire qu'il y a l'idée de force. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on fait sans franchement y consentir. Vous comprenez? Et ça rejoint d'ailleurs le fait également d'agir conformément à sa volonté. Mais quand on parle de volonté, la précision la plus importante peut-être qu'il y a lieu de faire, c'est de faire comprendre qu'au fond, la volonté, ça n'est pas du tout la même chose que le désir. Très bien. Et on les confond bien souvent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais poser cette question. Existe-t-il une différence entre la liberté de penser et la liberté d'agir? Bon, la liberté de penser, vous savez, ça c'est par rapport à notre intellect, par rapport à l'activité même de notre conscience, puisque nous avons évidemment une possibilité d'user de notre raison, de notre conscience, pour élaborer des idées, pour argumenter, ainsi de suite, pour aussi, disons, justifier nos convictions. Je suis libre, par exemple, de penser à ce que je veux. Vous comprenez? Oui, c'est vrai. D'une certaine manière. Donc ça, c'est du point de vue tout simplement de l'intellect. Vous voyez, ça n'a pas encore un lien direct avec l'action en tant que telle. Okay. N'est-ce pas? Et par rapport à ma liberté de penser, par exemple, on peut considérer que de ce point de vue-là, il est difficile même de trouver des limites en tant que telles, même si il peut y avoir des influences, souvent insoupçonnées par le sujet, qui peuvent l'amener peut-être à penser d'une certaine manière, alors que lui-même,
croient penser souverainement. Mhm. Bon, ça c'est un autre débat. Mhm. Mais de toutes les façons, comparativement à la liberté d'action quand même suppose que l'on pose des actes. Et là, on va faire la connexion justement aussi, toujours avec la volonté. Mhm. Et de manière tout à fait terre à terre, si votre volonté est de prendre ce verre-là, de mettre de l'eau et de boire, mais si vous le faites, vous expérimentez votre liberté. Liberté. C'est-à-dire que vous l'avez voulu Mhm. et vous êtes parvenu à le faire. Mhm. Et là, c'est tout simplement un lien qui va se nouer entre la volonté et sa réalisation. Est-ce que vous voyez? Je veux quelque chose, mais pour que ce que je veux se réalise, il y a un processus. Mhm. Maintenant, si l'occasion m'est donnée d'arriver justement à réaliser cette volonté-là, c'est en même temps une occasion pour moi d'expérimenter ma liberté. Et quand je parle de moi, je parle de tout le monde, bien entendu. Très bien. D'ailleurs, c'est pourquoi je veux comprendre comment concilier la liberté individuelle avec les normes sociales. Oui, c'est un débat aussi important parce que souvent, les normes sociales sont vécues par beaucoup d'ailleurs comme des contraintes. Oui, certains. Mais il vaut mieux aussi les considérer comme des limites. Okay. Des limites. Parce que la liberté, pour être effective, a justement besoin d'une codification. Okay. Parce que vous voyez, il faut qu'elle soit normée d'une certaine manière. Parce que je parlais tout à l'heure de la volonté. Quelqu'un peut vouloir quelque chose, mais pour la réalisation de sa volonté, cela peut nécessiter parfois le consentement d'autrui. Il faut que peut-être l'autre aussi veuille ce que vous voulez pour que votre propre volonté puisse se réaliser. N'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, autrui même apparaît d'une certaine manière comme une limite à votre liberté. À partir du moment où ce que vous voulez peut ne pas coïncider avec ce qu'il veut et la réalisation de votre volonté peut nécessiter son consentement. Son consentement, c'est vrai. Et voilà donc une limite de notre liberté. Nous parlons d'autrui et d'une façon générale maintenant, il y a la société qui met en place des normes, n'est-ce pas, pour faire régner la cohésion, l'harmonie, n'est-ce pas? Et cela nécessite justement une codification de la liberté. Ce sont des limites. Okay. Mais ces limites-là, il ne faut pas les vivre forcément comme quelque chose qui doit nous frustrer. Okay. Parce que elles sont dans beaucoup de cas, pas toujours, mais dans bien des cas, ces limites sont une condition également de possibilité de notre liberté. Très bien. Parce qu'elles rendent effective cette liberté. Sinon, bon, c'est une sorte d'illusion de liberté que nous pouvons perdre également par le seul fait que nous apparaissons comme autrui par rapport à l'autre. Et si lui-même ne pense qu'à sa volonté, il peut nous priver de notre liberté. Très bien. Si je vous comprends bien. Donc, la définition de la liberté comme absence totale de contrainte est-elle opératoire? Oui, mais vous savez, c'est là que je voudrais effectivement insister davantage sur l'idée de contrainte aussi. Parce que la contrainte, ce n'est pas totalement aussi l'obligation. Vous comprenez? L'obligation peut être une limite également. Parce que, étant donné effectivement que nous vivons en société, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est défendu. Et nous avons des devoirs autant que nous avons des droits. Des droits. Et qui parle de devoir parle également d'obligation. Est-ce que vous voyez, parfois, nous sommes obligés d'agir d'une certaine manière, mais nous pouvons l'accepter. Est-ce que vous voyez, nous pouvons effectivement vivre cela comme quelque chose de tout à fait normal, puisque nous considérons peut-être que nous obéissons d'une certaine manière à quelque chose qui va dans le sens de notre intérêt. Et si nous retrouvons dans de pareils cas, évidemment, ce n'est pas une contrainte. Parce que nous-mêmes, nous consentons à l'acte en tant que tel. Ce n'est pas justement parce qu'on est, et ça, Spinoza, je crois, l'a très bien montré, au fond, il ne s'agit pas tout simplement d'agir selon sa propre volonté pour être libre, parce qu'il le dit dans le traité théologico-politique, qu'on pense que l'esclave est celui qui agit par commandement et l'homme libre est celui qui agit selon son propre plaisir. Mais il dit qu'au fond, cela n'est pas absolument vrai. Parce que si quelqu'un agit sans
sans vraiment faire ce qui lui est vraiment utile, n'est-ce pas, ce qui va dans le sens de ses intérêts d'une certaine manière, il devient même l'esclave de ses instincts, n'est-ce pas? Il devient un esclave d'une certaine manière, alors que quelqu'un peut même, selon Spinoza, obéir à un commandement tout en restant libre. Parce que tout dépend de la finalité du commandement. Donc, si le directeur du CRFPE envoie le professeur Omar Sy pour représenter le CRFPE à la télé-école, monsieur Omar Sy obéit. Oui. Et j'obéis avec plaisir dans ce cas. Donc à ce moment-là, je suis consentant. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, je comprends mieux. Parce que il y a mon assentiment. C'est pas qu'on m'a contraint à le faire. À le faire. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas comme mais ça en fait du plaisir. Le vieux Amédée Fleurissoir qu'on jette comme cela avec le crime commis par l'Afcadio. D'ailleurs, dans les caves du Vatican. J'en profite pour vous demander, y a-t-il une différence entre la liberté d'indifférence, le libre arbitre et l'acte gratuit? Vous savez, un acte gratuit, ça n'est pas évident même de prouver son existence. Vous savez pourquoi? C'est vrai que j'ai parlé tantôt du crime de l'Afcadio, n'est-ce pas, dans les caves du Vatican, parce qu'il voulait expérimenter le fait que, bon, il était possible tout simplement de commettre comme cela un acte sans qu'il y ait aucun motif, aucune explication, et ce serait donc un acte totalement gratuit. Il est dans le train, n'est-ce pas, l'Afcadio, et l'envie lui vient tout simplement de jeter comme cela le vieux Amédée Fleurissoir. Mais au fond, quand on y regarde de plus près, cet acte-là n'est pas gratuit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est motivé par le fait même de vouloir expérimenter, j'allais dire, l'existence d'un acte gratuit. Très bien. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on dit d'ailleurs qu'il n'y a que la mort qui soit gratuite et elle coûte la vie. Donc finalement, rien n'est totalement... Même la mort n'est pas gratuite. Voilà. Donc rien n'est totalement gratuit. Et la liberté d'indifférence, il y a aussi l'illustration qui en était faite, disons, par l'âne de Brudan. Brudan, donc, c'est un scénario comme cela, consistant à parler d'un âne qui a également faim et soif, et qui se serait retrouvé donc à égale distance entre un seau d'eau et une botte de foin. Et cet âne-là se laisserait mourir tout simplement parce qu'il ne savait pas quoi choisir. Mais nous pouvons toujours effectuer un choix. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons cette liberté d'indifférence. Si c'était arrivé à un homme, il pouvait décréter librement de commencer ou par l'eau ou en tout cas par la nourriture, n'est-ce pas? Selon le contexte. Et vous voyez que de ce point de vue, il y a ces conceptions-là, mais maintenant le libre arbitre, conçu souvent comme une liberté vraiment sans limite, etc. Mais c'est surtout par rapport à la pensée qu'on peut néanmoins envisager une telle possibilité. Pourquoi? Parce que tantôt, quand je parlais de liberté, j'ai mis donc en corrélation le concept de liberté avec la volonté. Vous savez, ce que quelqu'un peut vouloir peut ne pas se réaliser, mais on ne peut pas l'empêcher de le vouloir. Non. Donc, il gardera toujours cette liberté. Cette liberté. Est-ce que vous voyez? Sa volonté de faire. Exactement, cette volonté-là, il peut la garder intacte, même si il n'a pas la possibilité de réaliser cette volonté. Même si tout lui refuse et tout le monde lui refuse que cette volonté, n'est-ce pas, se réalise. Et il peut la garder en lui. Donc, cette forme de liberté-là, elle est illimitée. Ce que veut dire quoi? Ce que veut dire que même si, de par notre volonté, nous faisons l'expérience des limites, parce que notre volonté rencontre beaucoup de limites. On va y arriver certainement, parce qu'il y a le déterminisme, etc. C'est des limites qui sont là. Mais malgré tout, le fait de vouloir en tant que tel est illimité. Je peux toujours continuer de vouloir que ce que je veux puisse se réaliser ou non, mais cette volonté, elle peut toujours justement être gardée en tant que telle. Et sous ce rapport, nous faisons en même temps l'expérience de l'infini. On peut toujours continuer de vouloir. Et c'est ça qui fait que il y a des formes de liberté que personne ne pourra nous priver, en quelque sorte. Même si vous enfermez quelqu'un en prison, il garde une certaine forme de liberté. Cette liberté. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas emprisonner son imagination. Il peut s'imaginer être dehors,
hein, ce que Sartre appelle la capacité imageante, Mhm. et ça, il le garde, n'est-ce pas? Et donc, même la liberté au sens mécanique qu'on peut nous priver, le fait de nous mouvoir et autres, ne nous prive pas totalement de la liberté. Mhm. Aussi longtemps que nous resterons conscients, Mhm. il y a une forme de liberté que nous pourrons toujours sauvegarder. Ok. Et ça, c'est important de le retenir. De le retenir. Voilà. Si je comprends très bien, donc on peut penser que la liberté absolue n'est-elle pas une illusion? Bon, illusion, Parce que certains l'ont pensé, hein. vous venez de nous expliquer que même l'acte Oui. gratuit n'est pas gratuit, Oui. n'est pas Non, en réalité gratuit. exactement. Donc, est-ce que la liberté, cette liberté absolue n'est-elle pas une illusion? C'est-à-dire, si on entend par liberté absolue, une liberté sans limite, sans Mhm. borne, etc., là, ça devient vraiment une illusion. Une illusion. Ça Très devient bien. une illusion. Ça, c'est Mais si important. on tient compte maintenant des différentes formes de liberté, on réalise que dans certains de ces aspects, Mhm. la liberté est totale, quasiment. Voilà. Parce Surtout, que là, si quelqu'un croit qu'il peut être libre, cette liberté absolue peut être réelle, est-ce que ça ne peut pas faire naître des actes liberticides? ah oui, oui. C'est-à-dire que si on a cette illusion qu'on doit pouvoir faire tout ce que l'on veut, etc., ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'un acte liberticide? Mais un acte qui va à l'encontre de la liberté, Ok. n'est-ce pas? Par Donc, exemple, c'est si un vous acte pensez- qui tue la liberté. Oui, c'est un acte qui tue la liberté. Ok. C'est un acte qui tue la liberté. Mhm. Et justement, Mhm. la liberté a besoin des limites pour exister, pour être effective. Sinon, c'est une illusion. Surtout en société. Ok. Surtout également face au déterminisme. Qu'est-ce que le déterminisme? Bon, vous savez, le déterminisme, c'est un principe philosophique d'abord, Ok. hein, consistant donc à penser que tout effet est l'effet d'une cause. Tout effet est l'effet d'une cause. Voilà, tout effet est l'effet d'une cause. Mhm. Ce qui signifie que le déterminisme exclut le hasard. Quand on croit au déterminisme, Mhm. on ne peut pas croire au hasard. C'est deux croyances qui sont vraiment, qui se renvoient dos à dos. Ok. C'est l'exclusion totale Du hasard. le déterminisme. Et d'ailleurs, à ce principe du déterminisme, s'ajoute un autre principe qu'on appelle le principe de causalité, dans certains cas. Et Mooy là, loo gis rek dara tax. voilà, déterminisme, moi, le gis dara tax, comme Ok. disent les serrères là. Avant, tic taxon. Tic taxul. Voilà. Ok. Pour taquiner mes amis serrères, Serrères. mes cousins. Très bien. Alors, et ça, c'est important de se dire qu'au fond, rien ne vient comme cela du néant. Mm. Il y a toujours Une cause. voilà, une cause qui est explicative de Mhm. ce qui se passe. Ce qui se passe. Et ce déterminisme-là, en science, permet justement d'établir des lois. Mhm. Parce qu'il y a des lois qui sont considérées, parce qu'on les découvre, les lois de la science. Mhm. On ne les crée pas. On les Une loi, découvre. on la découvre. Mhm. Parce qu'elles sont là. Et elles ont toujours été là. C'est parce que la science Mais part du fait. Voilà. Au C'est fil par l'idée. c'est par un dévoilement progressif Mhm. que la science parvient justement à À découvrir découvrir des les lois. lois qui gouvernent les phénomènes. Ces lois-là ont toujours été là. Mais l'effort que l'homme a fait justement, c'est de pouvoir les formuler, les découvrir, en s'appuyant notamment sur la démarche équationnelle, par le recours aux mathématiques, etc. Mhm. Par exemple, si on parle de la pesanteur, Mhm. la loi de la chute des corps, E égale 1 demi de GT au carré. Mhm. Bon, ça c'est une démarche équationnelle qu'on utilise Mhm. pour formuler une loi. Et cette loi-là, par exemple, par rapport au champ magnétique terrestre, Mhm. on sait que les objets ont leur poids le poids des objets donc est dirigé vers le centre de la Terre. Mhm. Et c'est pour cela que tous les objets qui sont à l'intérieur du champ magnétique terrestre ont tendance à tomber. Est-ce que vous voyez, il y a cette attraction-là. C'est une loi. Mhm. C'est une loi. Et donc, il y a le déterminisme qui est derrière cette loi. C'est une limite à ma liberté. Ok. Parce que je ne peux pas, moi, choisir comme cela d'être suspendu en l'air. Parce qu'il y a... Il y a une cause. il Donc. y a- voilà, il y a de la pesanteur Ok. qui fera son effet. Je rencontre donc ici une limite à ma liberté qui est le Comment on déterminisme. appelle ce type de déterminisme Bon, on parle de déterminisme scientifique aussi. scientifique? Voilà.
Et dans le monde de la physique, voilà, il y a ce déterminisme qui s'applique en toute vigueur. Ok. Par exemple, moi je parle des exemples très simples. Hein. Oui. Il y a la température. Comme d'habitude. La température, oui. Quand on parle de la température d'ébullition de l'eau, parce que ça même. C'est pourquoi c'est un plaisir de vous entendre philosopher, parce Oui. que vous démythifiez la philosophie. Oui, mais vous savez, la philosophie, et c'est important aussi, peut-être qu'on le répète, doit être comme l'ont conçu quelque part les philosophes du cercle de Vienne, une activité de clarification des énoncés. Un philosophe doit même éviter de dire des choses qu'on ne comprend pas. Ok. Ah non, non, non. Son rôle, c'est même d'élucider l'incompris, de rendre compréhensible ce qui ne l'était pas. Il ne l'était pas. Mais si c'est cela le rôle de la philosophie, quand on veut philosopher, même nous qui sommes tout simplement des techniciens de la philosophie, puisqu'on est là pour rendre service à cette discipline, on est des techniciens de la philosophie, vous comprenez? Et sous ce rapport-là, si nous devons également philosopher, nous devons le faire de manière à ce que nos interlocuteurs puissent comprendre le type de message que nous voulons faire passer. Sinon, il n'y a plus de possibilité même à la limite de parler de philosophie. Okay. Et je parlais donc du principe du déterminisme en disant qu'on peut choisir un exemple très simple, comme la température d'ébullition de l'eau. Les élèves apprennent à l'élémentaire. On dit que l'eau bout à 100 degrés. Ça veut dire qu'il y a un déterminisme qui est derrière. Je ne peux rien faire pour que l'eau ait une haute température d'ébullition. Peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Peut-être que je peux avoir envie de prendre du café, je suis pressé tout de suite là, mais non. Pour l'ébullition, il faut les 100 degrés. Ça veut dire que ici, ma volonté a rencontré une limite. Donc c'est un déterminisme physique. Oui, c'est un déterminisme physique. Très bien. Lié à l'existence, justement, de ces lois-là. De ces lois de la nature. De la nature. Très bien. C'est une limite. Mais en le disant aussi, on doit se rendre compte que ce n'est pas parce que je rencontre ces limites-là qu'il y a une négation de ma liberté. Donc prendre acte. Oui. De ce déterminisme. De ce déterminisme. Voilà une occasion encore donnée à l'homme d'agir de manière beaucoup plus libre. Très Parce bien. que c'est grâce à la connaissance des lois de la nature que l'homme arrive à agir de manière beaucoup plus efficace sur la nature. Très bien. Donc le programme cartésien consistant à vouloir rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature passe d'abord et avant tout par la découverte des lois de la nature. Très bien. Et ça nous permet véritablement de maîtriser cette nature. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, je disais que il ne nous est pas donné la possibilité d'être comme cela suspendu en l'air. Mais vous voyez, par exemple, ce que représente en termes de poids et de masse les appareils que l'homme fait voler. Mais c'est pas ce qu'il connaît, les lois du déterminisme. Lui, il ne peut pas voler, mais il fait voler des appareils. Des appareils. Donc, il y a une compensation. Il ne peut pas faire comme l'oiseau, mais pourtant, il arrive à faire mieux que l'oiseau. L'oiseau. Concevoir des avions. À cause du déterminisme. Oui, parce qu'il découvre les lois qui gouvernent les phénomènes. Et ça montre à quel point ces limites-là, une fois découvertes par l'homme, redeviennent en quelque sorte des occasions qui sont là pour élargir notre champ d'action, pour encore nous rendre beaucoup plus libres. Très bien. J'entends souvent certains parler de déterminisme social. Qu'est-ce que le déterminisme social? Bon, vous savez, en sociologie, par exemple, on peut prendre un exemple parce que des gens comme, comment dirais-je encore, je ne veux pas parler d'Auguste Comte, mais surtout Émile Durkheim. De Durkheim, justement. Émile Durkheim, quand il parle de la probabilité de suicide, pour lui, c'est presque une loi. Oui. Parce que lui, il essaie d'étudier les faits sociaux comme on étudie comme les une faits, chose. voilà, comme des choses, justement. Alors, il dit par exemple que la probabilité de suicide varie en sens inverse du degré d'intégration sociale. Cela signifie quoi? Cela signifie que plus l'individu est socialement intégré, moins il est exposé au suicide. Donc son comportement dépend de son articulation, de l'articulation de son éducation. C'est-à-dire que s'il a une éducation de base solide, il sera incapable de se suicider.
on ne veut pas dire incapable parce que c'est en termes de probabilité. De probabilité. Parce que là, on n'a pas des lois quand même qui s'appliquent avec, disons, la même nécessité que les lois de la nature. Et c'est des lois de type probabiliste. Que les sciences humaines. Voilà, voilà. C'est des lois de type probabiliste. C'est une probabilité. Mais cette probabilité-là, elle peut être plus ou moins grande. En fonction, je ne vais pas utiliser de mots très complexes, mais en fonction de l'idiosyncrasie, en fonction de la personnalité de l'individu. Parce que aussi, c'est vrai, il y a des concepts à faire passer. Ah oui, c'est important. C'est important qu'on puisse quand même donner leur sens. Le sens. Vous voyez. Donc, l'individu en tant que tel, il a une personnalité qui a été forgée dans un contexte précis, etc. Et certains, par rapport, vous parlez de l'éducation, par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, ils peuvent être vraiment très à l'aise dans leur relation à autrui. Ils ont une certaine intelligence relationnelle, faisant qu'ils peuvent pratiquement vivre avec n'importe quel type d'individu. Est-ce que vous voyez? D'autres, par contre, alors, sont presque dans des coquilles. Ils ne sont pas très à l'aise dans le contact avec autrui. Ils sont plus qu'insociables que voilà, sociables. Très bien. Et maintenant, pour Durkheim, c'est presque une loi, mais en termes de probabilité, ceux qui sont socialement moins intégrés, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment en relation avec la société, avec autrui, ils sont très exposés au suicide. Au suicide. Mais ça ne veut pas dire, c'est pour cela qu'ils vont se suicider. Ah oui, non, du tout. C'est important, la nuance. Non, c'est très important, parce que ça se pose tout simplement en termes de probabilité. Probabilité, oui. Voilà. Mais si c'était, par exemple, un déterminisme physique, on ne parlera pas de probabilité. Probabilité. Par exemple, si je parle de la... Donc c'est ça qui différencie le déterminisme physique du déterminisme social. Ah oui, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle l'effet Oedipe en matière de prévision dans le champ social. Et ça, c'est lié effectivement à la liberté humaine. Aujourd'hui, vous faites une prévision sur le Sénégal, par exemple. Vous dites, d'ici 2035, voilà ce qui va se passer en termes de démographie, en termes de ceci, en termes de cela. Mais le fait de le dire, le fait de faire, je ne dirais pas même, je parlerai même pas bon, on peut parler de prédiction ou de prévision, mais de toutes les façons, ça ne peut pas être aussi rigoureux que les prévisions de la science. Parce qu'en science, on peut facilement dire que tel jour, à telle heure, il y aura éclipse du soleil. Ou de la lune. Visible à partir de tel point. Donc c'est une science exacte. Oui, dites exact. Dites exact. On pourra... on aura l'occasion de revenir sur ça parce que c'est extrêmement important de revenir sur ça. Oui, parce que vous savez, bon, on va pas peut-être faire beaucoup de digressions, mais j'ai fait exprès quand même de parler de science dite exacte. Parce que la science elle-même est consciente du fait qu'elle ne saurait produire des savoirs indépassables. Même cette science-là, les sciences qui sont considérées comme les plus rigoureuses, telles que la physique, n'est-ce pas, qu'on a voulu même ériger en modèle de scientificité, au point de dire que toutes les autres sciences qui ne fonctionnent pas à l'image de la physique ne mériteraient même pas le statut de science. C'est ce qu'on appelle le physicalisme. Mais ça, c'est à tort qu'on le pense. Parce que même dans ces sciences, justement, il arrive que l'objectivité ne soit pas tellement atteinte, tel qu'on voudrait que cela arrive. C'est un idéal tout simplement, il y a un idéal d'objectivité. Quelqu'un comme Bernard d'Espagnan l'a prouvé, en parlant par exemple de la nature de l'atome, en montrant que bon, ce qu'on voit dans les conditions artificielles du laboratoire, en visualisant l'atome, dépend tout simplement de l'angle de vision, dépend des conditions même artificielles du laboratoire, puisque l'atome peut avoir un aspect ondulatoire, un aspect corpusculaire, ou alors il y a aussi ce qu'on appelle la théorie de la dualité onde-corpuscule. Donc tout cela pour montrer un peu le caractère relatif quand même un peu de cette exactitude-là dont on parle. Mais de toutes les façons, même dans ces sciences, effectivement, on peut prévoir un événement qui va arriver, c'est vrai, avec une certaine précision, c'est vrai aussi, mais ce ne sera pas une raison pour que nous pensions qu'il y a des vérités définitives, absolument définitives. Très bien. Alors que je parlais justement des prévisions qui sont faites dans le champ social, qui peuvent être déjouées. On peut dire, par exemple,
qu'il va arriver tel ou tel événement, comme je le Mhm. disais tantôt, on prend un horizon en 2035, Mhm. etc., parce qu'on a des tendances qui se dessinent. Mhm. Mais le fait d'être averti déjà Peut changer peut la vie. changer les choses, parce que l'homme a une liberté Mhm. d'action. Il est perfectible. Voilà, il est perfectible, il peut, disons, voir quels sont les Changer. facteurs. Mhm. Puisque dans le champ social, on ne parlera même pas de causalité, si on veut être rigoureux. Mhm. La véritable causalité, c'est peut-être à la limite dans les phénomènes Mhm. de la nature qu'on retrouve vraiment une causalité. Mais il y a des facteurs favorisants, Mhm. n'est-ce pas? Tel facteur, comme tout à l'heure quand on parlait de la probabilité du Mhm. suicide, Mhm. il y a des facteurs qui peuvent vraiment favoriser Mhm. cela. Mais si c'était une causalité, cela voudrait dire que c'est de façon nécessaire que cela allait se produire. Et là, quand on fait des prévisions dans le sens social, l'homme est un être si libre que il peut trouver, lui, des mécanismes, des stratégies pour éviter que la prévision se produise si, véritablement, il se rend compte qu'elle ne va pas dans le sens de ses intérêts. Très bien. Par exemple, en démographie, on peut se dire non, donc on va convaincre les gens pour voir les politiques de natalité, ainsi de suite. Etc. Ça, c'est la liberté. Très bien. Si l'homme est déterminé sociologiquement, est-il déterminé psychologiquement? Bon, vous savez, sur le plan de la psychanalyse, par exemple, il y a un processus de formation de la personnalité et l'on pense qu'effectivement, il y a des invariants. Vous comprenez? Faisant que, par exemple, il y a des stades par lesquels passe l'individu. Chez Freud, c'est comme si c'était un déterminisme en quelque sorte. Est-ce que vous voyez, on est obligé de passer par différents stades. Bon, c'est pas la peine de revenir là-dessus puisque tel n'est pas l'objet de notre propos. Mais au fond, le fait que l'on dise cela, même si cela existe en vérité, ce n'est pas une raison encore pour dire qu'au fond, nous perdons notre liberté. À partir du moment où nous pouvons être conscients de tout cela qui nous est arrivé, de tout ce qui est susceptible également de nous arriver, nous devons pouvoir répondre de nos actes. C'est-à-dire que je ne peux pas évoquer aujourd'hui l'éducation que j'ai reçue, les conditions psychologiques dans lesquelles j'ai grandi, etc., pour justifier un crime. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Par exemple, vous pouvez prendre, disons, quelqu'un qui commet un crime et qui, à la limite, cherche à se décharger, n'est-ce pas? Et à montrer qu'il n'y est pratiquement pour rien. Parce qu'il est déterminé oui, parce qu'il y a la société, parce que oui, la famille dans laquelle, etc. Et ça, quelqu'un comme Sartre va y voir même, disons, un reflet de ce qu'on peut appeler la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi puisque c'est un mensonge à soi de la conscience. C'est quand la conscience refuse de reconnaître certaines vérités sur elle-même. Est-ce que vous voyez, je commets un acte, mais comme c'est un acte répréhensible, n'est-ce pas, condamnable, alors on fait comme si on était une chose, un objet, etc. Et on n'y est pour rien. Ce qui arrive souvent, hein, quand les gens commettent des actes répréhensibles, ils disent oui, vous savez, je ne l'ai pas fait exprès, c'était plus fort que moi, etc. Je ne sais même pas comment cela a pu se passer. Et sa réponse dépend du type d'État. Mais justement. Donc peut-on parler de liberté politique? Oui, j'arrive à ça. Mais pour ce même individu-là, pour montrer que quelque part, on doit pouvoir répondre de son acte, parce que le même individu, s'il fait des prouesses, il ne va pas dire qu'il ne l'a pas fait exprès, il ne sait pas comment c'est arrivé. Décidément. Il va revendiquer son mérite par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Maintenant, vous parlez de la liberté par rapport à... Politique. Politique. Vous savez, c'est là que peut-être, souvent même, et ce qui arrive à beaucoup, c'est d'insister davantage sur cette forme de liberté. C'est important, mais ne pas voir la liberté que sous cet angle-là. Mais dans un État, par exemple, bon, si nous nous adressons un tout petit peu quand même aux apprenants, il est important que nous montrions qu'au fond, l'État a des adversaires, puisque tous les penseurs ne sont pas étatistes. Oui. Voilà, il y a certains qui sont contre l'État et qui montrent que bon, quelle que soit la manière dont il est constitué, l'État, d'une certaine manière, est ennemi de la liberté de l'homme. C'est un peu le cas des anarchistes. Hein? Oui. Voilà. Mais au fond, et ça, les professeurs de philo le font très bien dans les classes, ils montrent en fait, à suffisance d'ailleurs, que on peut bel et bien obéir à l'État tout en étant libre. Mais à condition, justement,
que les lois soient l'émanation de la volonté générale. Est-ce que vous voyez? Si c'est un tyran qui est prêt à tout pour garder le pouvoir, pour faire valoir sa volonté et ses désirs même à la limite, au détriment de l'intérêt général. Mais dans ce cas, l'obéissance n'est pas synonyme de liberté. Par exemple, ce que j'ai vu ces temps-ci au Sénégal, les gens parlent tellement de certaines choses qu'ils savaient et qu'ils n'osaient pas parler. Ça veut dire que donc la liberté dépend du type d'État. Ah oui, bon, ça c'est, vous savez, il y a plusieurs choses à la fois. Par exemple, par rapport au contexte, certains peuvent avoir beaucoup plus d'audace qu'auparavant. Mais au fond, c'est vrai, on peut contextualiser. Certains peuvent penser que peut-être qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité avec tel État plutôt que tel autre État. Tel autre État. Et en fonction du profil des gouvernants, ils ont des attitudes différentes. Mais ce qui doit prévaloir, et quel que soit par ailleurs les gouvernants, c'est toujours d'avoir l'intelligence de la liberté, de savoir à quoi correspond véritablement notre liberté. J'en profite pour savoir qu'est-ce que la liberté d'expression. Oui, mais vous savez, vous parce avez... on chante la démocratie en général parce que c'est un État dans lequel il y a la liberté d'expression. Oui, parce que ça veut dire tout simplement que ce que vous concevez, ce à quoi vous pensez, vous avez tout simplement la liberté de le dire, de l'exprimer, que ce soit sous une forme artistique, que ce soit tout simplement par le discours. Alors, le fait de disposer de cette liberté-là, quand cela existe, on peut parler de liberté d'expression. J'exprime mes pensées. Je vais être, par exemple, un rappeur. Hein. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a certains des rappeurs même qui ont fait la prison. Vous comprenez? Parce que c'est un mode d'expression également. Ça peut même être une scène théâtrale. Comme Jamal Cissé. Voilà. Notre collègue Jamal. Oui, voilà, justement. Je le salue au passage. Voilà, justement. Donc, on peut, exprimer ses pensées par différents canaux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette liberté-là aussi, comme toutes les autres formes de liberté, c'est une liberté qui est normée. C'est-à-dire, je peux avoir la liberté d'exprimer mes pensées. Donc, elle doit être bornée. Mais oui, mais bien sûr, parce que, quand même, on ne doit pas pouvoir dire n'importe quoi sur n'importe qui. Ok, parce que il faut que les gens aussi apprennent à être sérieux de ce point de vue-là. On ne peut pas se permettre de débiter des insanités, de dire de n'importe quoi sur des gens, de ternir leur image, de les dénigrer, de les vilipender, n'est-ce pas? De porter atteinte à leur honorabilité au nom de la liberté. Parce que tout simplement, on a la liberté de s'exprimer. Non, on s'exprime, mais quand même, il faut le faire de façon intelligente. Donc la liberté de s'exprimer ne signifie pas dire tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si, même dans votre famille, si vous commencez à constater que vous pouvez dire n'importe quoi, sans que l'on vous dise quoi que ce soit, alors dites-vous que peut-être vous devez prendre un rendez-vous en psychiatrie. Okay. Ah oui, parce que il faut peut-être être un déficient mental pour que la société puisse vous autoriser tolérer à la limite. Tolérer, oui, que vous puissiez dire n'importe quoi. Okay. Parce que là, on considère que vous ne répondez pas de vos actes. Et c'est pour cela qu'il y a une corrélation entre la liberté et la responsabilité. La responsabilité, ok. Une corrélation. Donc, je ne peux pas, parce que je suis dans un État, dans une démocratie, croire que la liberté d'expression me permet de dire tout ce que je veux sur le professeur Omar Sy, donc j'ai pas ce droit. Non, c'est-à-dire que si c'est par exemple... Parce que ce qu'on voit au Sénégal, c'est que les gens se permettent au nom de la liberté d'expression. J'entends les gens à la télévision, sur les réseaux sociaux dire, mais c'est au nom de la liberté d'expression qu'il dit ce qu'il ose dire. Non. Comme je l'ai dit, nous sommes en société et nous considérons qu'on est des êtres intelligents. C'est important. Voilà. Donc, si nous jugeons de cette liberté-là, il faudrait évidemment en faire un usage bienveillant. À quoi bon d'inventer de n'importe quoi sur quelqu'un pour le déstabiliser les siens,
et sans raison. C'est-à-dire, on n'est même pas en mesure d'apporter la preuve de ces allégations. Vous voyez que si l'on procède de la sorte et qu'on veuille appeler cela liberté d'expression, non, je suis désolé. Donc cette forme de liberté d'expression est un acte liberticide. C'est un acte liberticide. Mais la preuve en est que ceux qui le font sont les premiers à avoir leur liberté confisquée quelque part. Parce qu'on les envoie aussi à des endroits où il ne me semble pas qu'ils puissent revendiquer une certaine liberté. Ah, parce que si vous le faites déjà, vous tuez en vous votre propre liberté. Parce que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ah oui. Ouais. Parce que je ne peux pas, parce que on prend l'exemple de ce qui se passe ces temps-ci au Sénégal, parce que même si le président Ousmane Sonko est un président de parti politique, il est le premier ministre du Sénégal. Donc je ne peux pas dire être son opposant et croire que j'ai la possibilité ou le droit de dire n'importe quoi sur lui. Mais vous savez, vous-même vous avez pris peut-être l'exemple de quelqu'un qui représente une institution. Institution, l'État. Très bien. C'est un argument à forcerie. On peut dire oui, même à plus forte raison, ceux qui sont là et qui sont là pour tout le monde, que les gens ont choisi, etc. Mais je veux dire que même à l'échelle du quartier, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment et dire du n'importe quoi sur les gens. N'est-ce pas? C'est valable même entre les épouses, les coépouses, etc., les enfants. Non, c'est-à-dire il y a des limites qu'il faut s'assigner. La société a-t-elle prévu des sanctions ou l'État a-t-il prévu... Ah oui, oui, pour l'État, c'est très clair. Mais vous savez, même la société, elle peut sanctionner de plusieurs façons. Elle peut sanctionner de plusieurs façons. Parfois, il y a des gens, la façon de les sanctionner, c'est de les ignorer même. De leur montrer qu'ils ne méritent aucune considération. C'est une forme de sanction. Oui. Vous savez que même en sociologie, on considère que même le rire, même le rire, c'est une forme de sanction, oui. Vous passez, on rit, parce qu'on se dit que celui-là, bon, c'est un vaurien à la limite. Vous comprenez? Et donc, si vous êtes, disons, équilibré, structuré, vous jouissez de toutes vos facultés mentales et intellectuelles, à partir de ce moment-là, si vous commettez des actes répréhensibles, vous devez répondre de vos actes parce que la liberté vous rend responsable. Ok, c'est important. C'est très important d'insister sur la responsabilité. Okay. Ah oui, il faut que nous répondions de nos actes. Hegel dit que le criminel a droit au châtiment. Vous commettez un crime. La meilleure façon de vous honorer, d'après Hegel, c'est de vous condamner. La sanction qu'on inflige à quelqu'un qui commet un crime, en fait, c'est une manière de lui montrer qu'il est un être rationnel. Donc, c'est honorable. C'est un honneur qu'on lui fait. Donc, parce que sinon, c'est comme si on considérait qu'il est comme les animaux. Donc, il ne mérite pas d'être sanctionné. Oui, c'est vrai. Hein? Vous savez que si une vendeuse de cacahuètes voit un mouton qui renverse, je ne sais pas, son petit commerce là, etc. Mais bon, elle va pas aller à la prison ou je ne sais pas, au commissariat ou que ce soit. Parce qu'elle a affaire à des animaux. N'est-ce pas? Mais si c'est un individu qui vient sciemment, qui renverse. Ah oui, qui renverse, mais là, l'individu doit répondre de ses actes. Ok, très bien. Même l'injure, vous savez. Et ça, j'ai eu une expérience, c'est un ami qui me l'a raconté, hein. Quelqu'un l'a injurié un jour. Il a porté plainte. Il a suivi l'affaire jusqu'au tribunal. Ok. Et le jour du jugement, l'autre ne s'était pas présenté. En pensant que c'est une affaire d'une, non. Après, le jugement est tombé. Il y a eu une amende. Je lui ai dit, mais après, vous avez pris le franc symbolique. Il m'a dit, j'ai pas pris le franc symbolique. J'ai exigé que la totalité de l'argent soit payée. Très bien. Ça a été fait. Très bien. Il dit que je ne l'ai pas fait parce que j'étais dans le besoin. Mais c'était pour montrer aux gens que non seulement c'est pas permis, mais aussi il y a des sanctions qui sont prévues. Qui sont prévues pour ces actes. Ah oui, mais la société, elle est structurée, hein, elle est organisée. Elle est organisée, très bien. Voilà. Et il y a des sanctions qui sont prévues parce que c'est pour la dissuasion. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle Jean-Paul Sartre pense que l'ennemi de la liberté, ce n'est pas le déterminisme, mais c'est plutôt le fatalisme. Et j'en profite pour dire, qu'est-ce que le fatalisme? Bon, le fatalisme, quand même, c'est surtout par rapport à certaines croyances. Le fait de penser qu'il y a vraiment
un décret divin, par exemple, qui va s'exécuter, quoi qu'il arrive. Hein, on n'y peut absolument rien. Et rien. Et ça, c'est quand même une conception qu'il faut réexaminer avec, si vous voulez, beaucoup de nuances. Vous prenez le cas des religions révélées. Je prends le cas de la théologie musulmane, que je maîtrise beaucoup mieux. Alors, l'homme est considéré comme responsable de ses actes. Il y a une sanction qui est prévue pour les mécréants, par exemple, n'est-ce pas? Mais s'il y a une sanction, ça veut dire que on établit d'abord la responsabilité de l'homme. Par exemple, on vous dit qu'il est interdit de faire telle chose. C'est pas la peine peut-être même de citer toutes les choses qui sont interdites, mais pour tout ce qui est interdit, en général, on dit qu'il y a telle sanction qui est prévue. Mais s'il y a cette sanction-là, cela veut dire qu'on reconnaît à l'homme une liberté. Donc, si c'est juste que le décret divin qui vous a amené à commettre un meurtre, par exemple, quelqu'un qui commet un meurtre, si c'est un décret divin qui est à l'origine du meurtre qu'il a commis, mais si on parle encore du jugement dernier et qu'il devra répondre de cet acte-là, mais qui va juger qui? Qui va juger qui finalement? Parce que sinon, c'est comme si Dieu lui-même qui va se juger. Est-ce que vous voyez? Effectivement. Et donc, et là, j'aime bien une formule qu'a utilisée une fois l'abbé Jacques Sec, l'apôtre donc du dialogue interreligieux. Il a dit est intéressant. Il est très intéressant. Je l'ai suivi un jour, il a dit, vous savez, l'Église est contre l'imbécilité. C'est comme ça qu'il l'a dit. Lui, il utilise des mots simples. Oui, c'est très simple. Donc, au sens premier, parce que même la religion veut avoir affaire à des gens intelligents, réfléchis. Et Dieu lui-même dit, je parle avec ceux qui sont intelligents, les gens doués d'intelligence. Effectivement. Et là aussi, vraiment, il y a maintenant comme vous avez parlé de Sartre justement, parce que Sartre, lui, c'est quasiment un absolutiste de la liberté. Jean-Paul Sartre, vous le savez, dit que l'homme est sa liberté. L'homme est libre, il ne peut pas ne pas être libre. Est-ce que vous voyez? Donc chez Sartre, alors, la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Ce n'est pas un attribut accidentel. Comme le fatalisme. Non, la liberté, elle est inhérente à l'homme. On ne peut pas s'en départir. C'est pour ça que je considère que ce n'est pas possible de considérer qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes amenés à agir dans un sens ou dans un autre. Nous avons toujours la possibilité de choisir. Donc chez Jean-Paul Sartre, la liberté ne consiste plus à croire que tout ce qui arrive doit arriver. Oui. Non. Ok. Non. Parce que pour Sartre quand même, nous sommes libres et responsables. Et agir même est sans excuse. N'est-ce pas? Parce que le choix est originaire sur l'homme. C'est originaire. C'est quelque chose dont on ne peut se passer. Il y aura toujours une possibilité de choisir. C'est pourquoi il dit qu'il choisit abandonne. Vous savez, il y a un grand rhéteur, hein, paix à son âme, Seck Mboro. Il dit, Tagatembe Tchahan, Kubaye Garab Bala. Tagatembe, c'est quand, par exemple, quelqu'un monte dans un arbre. Et à partir d'un certain moment, il ne sait plus comment s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Il est là, les branches en train de se balancer à gauche, à droite, et il ne sait pas s'il doit continuer, s'il doit reculer, etc. Et ça renvoie en quelque sorte à moi. Tagatembe. Voilà. Et il dit Tagatembe Chahan. Kubaye Garab Garab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut toujours choisir. Soit on reste comme cela, soit on choisit de descendre. Même donc, ne pas choisir, c'est choisir. Ah oui, l'homme aussi, par rapport à tout ce qui se passe au sein de la société, ce qui se passe en lui, etc. Mais il a son mot à dire. Donc, il assume ses responsabilités ou il ne les assume pas. C'est pour ça que l'idée de neutre, etc., ça vraiment, il faut mettre ça de côté. Non, on choisit. Soit on choisit, c'est-à-dire s'il y a une oppression dont un peuple est victime, mais vous dites que bon, vous ne savez pas vraiment la position qui doit être la vôtre. Cela veut dire que vous militez en faveur de l'oppression. C'est aussi simple que ça. Donc à chaque fois qu'un peuple a subi une injustice,
et que des gens qui auraient dû en tout cas dénoncer cette injustice-là se sont tus, on peut les considérer comme des complices. Des complices, ok. Et voilà pourquoi il accusait Flaubert et Goncourt d'être donc responsables de la répression de la commune de Paris, parce qu'il dit qu'il n'avait pas écrit contre cette répression. Contre cette répression. Ah oui, oui. Donc et ne ça, pas agir. ça renvoie aussi à la responsabilité de l'intellectuel. Donc ne pas agir contre l'injustice, c'est cautionner l'injustice. C'est cautionner l'injustice. Okay, c'est important. Ah oui, oui. Intéressant. Qu'on sache que on aura choisi librement de cautionner l'injustice. L'injustice. Ah oui, oui. On ne peut pas dire que oui, bon, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Je ne sais pas de quel côté je vais me ranger. Non. J'ai l'impression que Jean-Paul Sartre est un peu proche de Souleymane Bachir Diagne qui parle de fatalisme actif. Parce que Bachir, quand même, il fait la différence entre le fatalisme passif et le fatalisme actif. J'ai l'impression qu'il est proche de Jean-Paul Sartre avec son fatalisme actif. Certainement, mais là, par exemple, moi, ça me renvoie surtout aussi à une certaine conception des existentialistes chrétiens. Puisque eux, ils croient en Dieu. Parce que certes, à la limite, on peut penser que oui, c'est parce qu'il n'accorde pas de place au divin créateur, etc., qu'il peut concevoir la liberté de cette façon. Mais vous prenez, par exemple, les existentialistes chrétiens, comme Gabriel Marcel et autres. Mais eux, ils croient en Dieu, mais ils pensent aussi que l'homme garde sa liberté. Liberté, ok. Oui, parce que de la même façon que Sartre dit que l'homme est sa liberté, Gabriel Marcel dit que notre liberté est nous-mêmes. Elle est l'âme de notre âme. Notre liberté est l'âme de notre âme. Notre liberté est nous-mêmes. Elle est l'âme de notre âme. C'est pour montrer à quel point la liberté est essentielle. Et pourtant, il est chrétien, il croit en Dieu. C'est comme si la liberté est l'essence de l'homme pour lui. Ah oui, oui. Et ça n'empêche pas de croire en Dieu. N'est-ce pas? Et vous prenez aussi des gens comme Louis Lavelle. C'est exactement la même chose. Il y a cette croyance en Dieu, mais qui n'exclut pas la possibilité d'avoir des initiatives. Okay. Ah oui, oui, on rejette l'inaction. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est Dieu qui décide de tout parce que Dieu existe. Ce fatalisme passif là, qui consiste à dire, non, ça, vraiment, je pense que ça renvoie à ce que Sartre vraiment appelle la mauvaise foi. La mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Okay. C'est de la mauvaise foi. Et ça déresponsabilise même là. Oui, c'est une forme de déresponsabilisation organisée. Si les gens pensent que oui, on est là, on attend Dieu, c'est lui qui va décider de tout. Hein? Voilà. Ouais. J'ai choisi un mauvais mari. Oui. Je savais que c'est un garçon qui n'est pas bien. Je l'ai choisi. Oui. On me fait des reproches. Je dis, oui. c'est trop facile. C'est trop facile. Sartre a raison quand même de dire que ça s'assumer. Vous savez, le plus difficile en cette vie, c'est de ne pas nier sa liberté. Okay. Ah oui, parce que la liberté, quelque part aussi, nous plonge dans l'angoisse. C'est profond. Ah oui, parce que c'est parce qu'elle nous rend responsables. Si nous choisissons, c'est parce que nous avons la conscience. Comme scientia, ce qui est accompagné de savoir. La conscience. Et cette conscience-là, qui, disons, nous permet de revendiquer une liberté. Mais elle nous permet également d'avoir du discernement. Peut-être qu'on ne peut pas tout savoir. Est-ce que vous voyez? Mais on a été libre de s'abstenir ou de s'engager. Si l'on s'engage, que ce soit dans un ménage, que ce soit pour les choix professionnels et autres, mais on assume les conséquences. Ouais, il faut assumer ces choix et voir maintenant l'expérience qu'on peut tirer de ces échecs. Monsieur Omar Sy, en tant que quelqu'un qui donne des cours sur éthique et gouvernance des organisations, je veux savoir, qu'est-ce que la responsabilité morale, puisque la morale touche l'éthique? Bon, qu'est-ce que la responsabilité morale? Oui, en fait, du point de vue moral, tout individu doué de conscience, capable de faire la différence entre le bien et le mal, est tenu comme responsable. Donc, on est moralement responsable à partir du moment où on a cette capacité de discernement qui nous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Okay. N'est-ce pas? Peut-être que durant la petite enfance, on n'a pas encore cette conscience claire, n'est-ce pas, de ce qui relève du bien
et de ce qui relève du mal. Donc à partir de ce moment, compte tenu de l'innocence, on ne peut pas établir la responsabilité morale d'un enfant. C'est valable également pour le déficient mental. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas également cette lucidité pour faire la différence. Si bien que on ne le jugera pas moralement. Parce que ces actes sont comme déterminés d'une certaine façon. Que ce soit sur le plan moral ou sur le plan juridique, à partir du moment où véritablement l'individu n'a pas cette claire conscience, n'est-ce pas, de ce qu'il fait, on ne n'établit plus en tout cas sa responsabilité. Y a-t-il une différence entre la responsabilité morale et la responsabilité légale? Oui, il y a une différence. Parce que la responsabilité juridique, en tout cas, sur le plan de la légalité, c'est à chaque fois qu'on en parle, c'est qu'il y a en tout cas un acte et des dommages et une relation de cause à effet entre les actes et les dommages causés. Si quelqu'un est juridiquement responsable, par exemple, pour avoir injurié, on parlait tout à l'heure de l'abus qu'on peut faire disons justement de la liberté d'expression, mais pour quelqu'un qui est conscient de ses actes, il peut répondre juridiquement. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte qui a causé des dommages. Les dommages peuvent ne pas être seulement matériels, vous comprenez? Parce que quand vous portez atteinte à la dignité, à l'honorabilité d'une personne comme vous, quelque part, c'est un dommage. Et à partir du moment où il y a une responsabilité à assumer devant des juridictions, puisque la responsabilité morale peut ne pas déboucher forcément sur une responsabilité juridique, laquelle peut être civile ou pénale. Parce que quand on parle de responsabilité civile, alors là, vous pouvez être responsable d'un acte sans en être l'auteur, mais vous devez en répondre. Ah bon? Ah oui, oui. C'est valable, par exemple, si vous avez des enfants mineurs. Si vous avez des enfants mineurs qui commettent des délits, vous n'avez pas commis d'acte en tant que tel. C'est eux qui ont commis des délits. Okay. Mais comme on ne les tient pas comme, voilà, suffisamment conscients pour vraiment pouvoir réparer, disons, en cas de dommage ou véritablement d'indemnité à verser, ainsi de suite, d'indemnisation. Sous ce rapport-là, vous répondez civilement. Vous êtes civilement responsable. Et sous ce rapport, ce qu'on attend de vous, c'est de réparer. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il y a des amendements et autres, c'est à vous de vous en occuper. Et cette responsabilité civile aussi, ce n'est pas seulement dans le cadre familial, hein. C'est valable même dans les entreprises, dans les sociétés, dans les services. Quelqu'un, par exemple, peut conduire en état d'ébriété. Quelqu'un qui est ivre et qui est chauffeur dans une entreprise, n'est-ce pas, ou chauffeur dans l'administration, n'est-ce pas, d'une façon générale, s'il commet un accident provoqué par son état d'ivresse, lui, il est pénalement responsable, mais c'est l'administration ou l'entreprise qui l'utilise qui seront dans ce cas-là civilement responsables. S'il en est ainsi. La responsabilité civile, qui va être donc assumée par l'entreprise qui utilise l'individu. Ok, s'il en est ainsi, la notion de responsabilité est-elle encore, la notion de responsabilité a-t-elle encore un sens? Ah mais elle a un sens. Elle a un sens et elle est extrêmement importante parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, elle est en rapport direct avec la conscience et la liberté. Les conditions à réunir pour être responsable, c'est d'une part la liberté et d'autre part la conscience. Quand les deux sont réunis, la responsabilité peut être établie, qu'elle soit morale, juridique ou autre. Vous voyez. Et maintenant, si c'est la responsabilité pénale maintenant, c'est quand vous-même, quelqu'un, disons, commet un acte délictuel, par exemple, ou un crime. Là, sa responsabilité pénale est établie à partir du moment où il est reconnu coupable lui-même de l'acte. Auquel cas, cet individu-là devra répondre devant les juridictions. C'est une responsabilité pénale. Donc, c'est pourquoi Sartre parle de responsabilité absolue. Mais la responsabilité, au sens sartrien maintenant, c'est aussi autre chose d'une certaine façon. C'est l'homme est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être, disant Paul Sartre. Il est responsable même de ce qu'il est. L'homme est ce qu'il se fait. Si nous disons de quelqu'un qu'il a bon caractère,
qu'il est gentil, qu'il est méchant ou autre, d'après Sartre, il est entièrement responsable de ce qu'il est. S'il se veut gentil, il le sera. Il le sera. S'il se veut méchant, il se veut ainsi et il devient méchant. Mais c'est lui qui est responsable de ce qu'il est. Et en même temps qu'il est responsable de lui-même, il est responsable de tous les autres. Parce que quand il pose un acte, alors ça engage toute l'humanité d'après Jean-Paul Sartre. Tout acte posé par un individu est à considérer comme un exemple donné à tous les autres êtres humains. Très bien. Et c'est ça qui fait que la responsabilité, elle est presque sans limite. C'est Jean-Paul Sartre, très bien. Voilà. Donc c'est une responsabilité totale qui vraiment oblige l'homme à revoir sa manière d'être, sa conduite, n'est-ce pas, sa façon de se comporter, aussi bien en famille, en société, que dans les lieux de travail. Très bien. Qu'est-ce que donc la liberté civile? C'est celle qui est véritablement légiférée, disons, dans les États et autres. Ça, c'est codifié. Est-ce que vous voyez? Par exemple, pour conduire un véhicule, je ne suis pas libre de me lever un bon jour et de conduire un véhicule. Okay. N'est-ce pas? Il faut réunir un certain nombre de critères. C'est réglementé. Donc c'est quand l'homme exerce ses droits tels que garantis par la loi. Effectivement. Okay. Il faut passer par les textes. Parce que là, tout est codifié. On est libre de se marier, mais pas de se marier n'importe comment. Comment? Et pas avec n'importe qui. Donc on doit désormais parce que tout ça est encadré abolir les privilèges. Oui. Quand on parle de liberté civile, si j'ai les mêmes droits que les autres, est-ce qu'on ne doit pas abolir les privilèges, anéantir les inégalités? Quel privilège, par exemple? Par exemple, de dire, Monsieur Omar Sy est spécialiste en éthique et en gouvernance des organisations. Au lieu de prendre Monsieur Omar Sy, qui est spécialiste en éthique et en organisation, je prends quelqu'un d'autre qui connaît pas ce domaine et je le prends comme directeur quelque part. Bon, ça n'a rien à voir, hein, je crois, parce que au fond, ça c'est une autre logique. La logique de choix des uns et des autres, ça c'est laissé à la libre discrétion de ceux qui choisissent. Par exemple, si vous voulez prendre, disons, quelqu'un pour travailler avec vous en tant que domestique dans votre foyer, c'est à vous de voir. Si vous choisissez une dame qui sait juste nettoyer et qui ne sait pas cuisiner, c'est de votre responsabilité. Mais le fait qu'on dit tous les hommes naissent libres et égaux devant la loi, ça dit que le choix aussi, on doit essayer d'abolir les privilèges, anéantir ces inégalités qu'on voit. Parce que quand même, quand on parle de liberté civile, tout le monde doit être libre devant la loi. Oui, tout le monde est libre. Mais vous savez aussi, vous avez une liberté, mais ça ne doit pas vous amener à ignorer aussi la liberté que les autres ont. Puisque la liberté, quelque part, comme Absel l'aura dit, c'est aussi le silence des lois. C'est-à-dire, si quelqu'un pose un acte qui ne va pas à l'encontre d'un texte bien précis, on ne peut pas dire que c'est illégal. Très bien. On peut maintenant dire qu'on pouvait mieux faire. Parce que il aurait été préférable, par exemple, vous recrutez votre domestique dans un contexte où vous n'avez pas le temps pour préparer le repas, pour faire vraiment tout l'entretien de la maison et tout. Peut-être que dans votre cas précis, l'intérêt c'était de trouver la personne qui peut avoir ces compétences-là. Mais tout dépend de ce que vous visez. Très bien. Il ne faut pas en vouloir à celle peut-être qui veut se contenter. Qui va faire autre chose. Très bien. Parce que ça dépend des attentes. Tant que ce n'est pas maintenant réglementé. C'est-à-dire, maintenant, si on dit que pour exercer telle fonction, il faut avoir tel profil, alors là, même celui qui décide de nommer, il n'a pas la liberté de mettre n'importe qui. C'est d'ailleurs ce que je voulais. Exactement. C'est là seulement qu'il y a des contraintes. Des contraintes, très bien. C'est là qu'il y a des contraintes. Je prends un exemple. Bon, c'est vrai qu'on parle d'actualité, comme aujourd'hui. C'est une digression. Mais quand on dit que quand on dit que il n'y a pas d'appel
d'offres pour des postes disons, de direction, de responsable, etc. Mais il n'y a pas encore de loi qui l'interdit. Ce n'est pas parce que quelque part, il a été dit que, voilà, il faut, disons, procéder à cela, une fois qu'on aura à gouverner, c'est ceux qui gouvernent, je veux dire. Même s'ils ont exprimé cette intention-là, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un texte qui l'organise, on ne peut pas dire que du point de vue légal, que les actes qui sont posés, n'est-ce pas, sont à blâmer. Du point de vue légal, je dis. Puisque on peut avoir un programme, mais aussi il y a une notion, j'ai parlé tantôt de Louis Lavelle, mais il y a la notion que j'aime le plus chez Louis Lavelle, c'est la notion d'intervalle. Vous savez, dans notre vie, tout doit se dérouler à l'intérieur d'un intervalle. Et nous devons prendre conscience de cela, savoir que toute chose, n'est-ce pas, nécessite forcément de passer par un processus. On ne peut pas tout vouloir et tout de suite. Je ne veux pas trop verser sur les questions politiques parce que ça donne l'impression que voilà. De cautionner, voilà, de cautionner, etc. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise si les questions sont beaucoup plus ouvertes. C'est ça. N'est-ce pas? Pour ne pas donner l'impression que c'est des partis pris, quoi. Très bien. Enfin. Peut-on, y a-t-il une différence entre la liberté naturelle et la liberté civile? Ah, mais oui, bien sûr. Parce que, prenez le Sauvage de Rousseau, par exemple, il dit que l'homme est né libre. D'accord, mais c'est une liberté sans aucun garant. Il n'y a pas quelqu'un pour se porter garant de cette liberté. Alors que quand on passe de l'état de nature, même si c'est une hypothèse de travail, mais une fois qu'on passe de l'état de nature à l'état civil, mais c'est toute la communauté qui se porte garante de la liberté de chaque membre. Donc la liberté naturelle n'est pas durable, elle n'est pas garantie. La liberté naturelle. Ah non, elle n'est pas garantie. Elle n'est pas garantie. Ah non, elle n'a pas de garantie. Donc Rousseau préfère la liberté mais bien sûr, civile. Mais bien sûr. Pourquoi préfère-t-il la liberté civile? Oui, mais parce que en fait, c'est celle-là qui est effective. L'autre liberté n'est pas... C'est dans l'imagination de l'homme. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une liberté. Mais l'homme qui vit en société, obligatoirement, verra des limites, n'est-ce pas, qui seront assignées à sa liberté. Et lui-même, sans les autres, il doit trouver les limites qu'il doit s'assigner. Par rapport à sa conduite, par rapport à sa façon de faire, par rapport à sa manière de s'adresser aux gens, n'est-ce pas, de se comporter, ainsi de suite. Grâce aux lois, donc, il devient aussi libre qu'auparavant. Ah oui, parce que c'est ça un peu l'intérêt de la liberté lorsqu'on passe chez Rousseau de l'état de nature à l'état civil. Parce qu'au fond, on ne perd pas sa liberté. Et on a aussi la sécurité. Par opposition à la conception obésienne, où la liberté est quelque part sacrifiée au profit de la sécurité. Mais Rousseau dit, au fond, que non seulement on ne va pas aliéner sa liberté, mais aussi on verra sa sécurité garantie par l'État. Donc on voit sa liberté durable chez Rousseau, alors que chez Hobbes, on perd sa liberté pour la sécurité. Ah oui, c'est un troc en fait. Parce que il y a un désistement. Ah oui, parce que cela a dépendu surtout de la représentation que l'un et l'autre a disons, de l'état de nature. Parce que l'état de nature chez Hobbes, c'est un état de guerre où règne l'insécurité. Puisqu'il manquait de la sécurité à l'homme dans cet état de nature-là, une fois qu'il passe à l'état civil, alors il fait de la sécurité une priorité et qu'il place donc au-dessus de tout. Si bien que la liberté compte peu pour, disons, pour Hobbes, même s'il considère tout de même que le Léviathan, c'est pas n'importe qui aussi. Le Léviathan est choisi en fonction de certaines qualités. C'est pas quelqu'un qui va faire du n'importe quoi. N'est-ce pas? Mais et il n'a pas intérêt à faire n'importe quoi parce qu'il sait ce qui se passe dans l'état de nature. Exactement, il sait ce qui se passe. Donc, il est là pour garantir la sécurité, encore que pour Rousseau. Alors, il y a certes cette sécurité-là qui est, disons, un rôle
que l'État doit jouer pleinement. Hein, ça fait partie des rôles régaliens. L'État doit garantir la sécurité à tous les citoyens, mais aussi le citoyen doit rester aussi libre qu'auparavant. Pourquoi? Parce que les gens ne seront pas gouvernés par des désirs ou par la volonté de qui que ce soit, mais par la loi qui est l'expression de la volonté générale. Donc une loi qui est à la fois la loi de tous et de chacun, au point que si nous obéissons à cette loi, nous n'obéissons qu'à nous-mêmes. Très bien. Oui. Merci beaucoup, professeur Oumar Sy. Je rappelle que vous êtes formateur au CRFPE de Dakar. Vous enseignez aussi l'éthique, la gouvernance des organisations. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Télé-École. Merci beaucoup. Vous êtes un partenaire de Télé-École et Télé-École vous remercie encore. Votre mot de la fin? Juste vous remercier et vous dire également tout le bonheur que j'ai vraiment de partager avec vous ce plateau. Et c'est l'occasion de dire également que Mr. Blue, Hassan Bouk, fait un excellent travail. Oui. Et l'intitulé même de l'émission en dit long sur la vocation de cette émission. Puisqu'il ne s'agit pas de parler de la philosophie, mais on a dit parlons philosophie. Donc il faut décliner la philosophie à travers une langue qui est la sienne, à savoir un effort de conceptualisation et surtout d'élucidation des notions. Parce que c'est cela, surtout, le rôle fondamental de la philosophie. Et c'est aussi un bonheur, j'allais même dire, c'est l'heure de philosopher comme Djibril Sambou, l'heure à la fois comme bonheur, mais parce qu'il met l'heure sans mettre E à la fin, pour parler de bonheur, mais d'une certaine manière aussi, connaissant vraiment la valeur de ce philosophe savant, nous savons que ce choix-là n'est pas anodin. C'est une manière également de nous parler de la philosophie comme quelque chose de tout à fait actuel. Il faut philosopher. Merci beaucoup. Il faut philosopher pour mieux vivre. Et nous tenons à remercier le CRFPE de Dakar, qui est un partenaire fidèle, fiable de Télé-École. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuons à philosopher pour mieux vivre. Merci beaucoup. Allez, merci.